Tu t'entraînes sérieusement, tu fais attention à tes points techniques, tu es discipliné et régulier, et pour autant, tu ne progresses pas, voire tu régresses, tu te sens en permanence fatigué, et tu ne comprends pas pourquoi. Bienvenue dans cet épisode, on va décortiquer tout ça et je vais t'expliquer pourquoi tu ne progresses pas à la hauteur de ton investissement. Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé, de performance avec un nouvel épisode tous les lundis. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier. On va parler du fait que ton corps ne suit plus ce que tu es en train de faire, ne suit plus tes objectifs et ne te permet pas de performer comme tu l'aimerais. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je remarque que c'est encore trop documenté, trop peu expliqué. Et on pense souvent à tort que c'est réservé qu'aux athlètes de haut niveau. Et pourtant non. Je m'aperçois de plus en plus que beaucoup d'athlètes qui ne sont pas familiarisés avec ça peuvent ressentir les symptômes que je vais décrire dans cet épisode et peuvent basculer vers un surentraînement ou un Red syndrome. Je vais vous détailler tout ça dans cet épisode. Pour commencer, la recrudescence de cette problématique, je pense qu'elle est liée à pas mal de facteurs. Et notamment au no pain, no gain. Parce qu'on sait que pour avoir des résultats, que ce soit sur l'aspect physique, que ce soit sur l'aspect force, ou en tout cas résultats sportifs, il faut se la donner à l'entraînement, il faut aller chercher l'inconfort, il faut vraiment travailler et faire pas mal de sacrifices pour arriver à l'atteinte de nos objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai, et qui est toujours vrai, mais on va le nuancer un petit peu au sein de cet épisode. Parce que dans le no pain, no gain, on voit souvent la phase effort, la phase entraînement, la phase combativité à l'entraînement, mais on voit un peu moins la partie récupération, la partie équilibre, la partie vraiment qui va soutenir votre entraînement et qui va vous permettre sur chacun de vos entraînements de vous la donner. Et cette partie-là, elle est encore trop minimisée, bien que de plus en plus mise en avant. Vous le savez, à travers mes épisodes, moi, je tiens aussi à le mettre en avant parce que je pense que c'est une partie que moi-même, j'avais délaissée tout au début de ma pratique dans le streetlifting notamment. J'étais en mode, je dois sacrifier ma vie entière, ma récup, mon sommeil, tout pour pouvoir performer. Et au final, je me suis rendu compte que, oui, notre corps s'adapte très bien, est une machine exceptionnelle qui est vraiment capable d'une adaptation folle. Mais c'est aussi le cas parce que on lui donne des moments de récupération, parce qu'on lui permet de s'adapter. Et que si on enlève toute cette partie-là, ce sera plus vrai. Ce sera plus vrai parce que on peut pousser le corps loin. On va dire que encore une fois, c'est une machine incroyable, donc on va pouvoir le pousser loin, lui permettre de faire de grandes choses, de pousser toujours plus en pensant qu'il va encaisser toujours. Sauf qu'il y a un moment donné où il pourra plus, et généralement là, ce sera déjà un petit peu tard, et ça va prendre plus de temps pour pouvoir revenir à une homéostasie, à un corps sain et en bonne santé. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, en fait, tant qu'on le pousse, on réalise pas forcément ça. On réalise pas forcément ça parce que tant que les perfs augmentent, tant qu'on atteint de plus en plus nos objectifs, tant qu'on charge lourd, si je fais référence à notre discipline qui est le streetlifting, enfin, ma discipline, je pense que ceux qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui doivent faire du streetlifting, vous me direz en commentaire, mais peut-être d'autres qui font d'autres sports, mais finalement, c'est un petit peu pareil. Mais donc je disais, tant qu'on charge, tant qu'à l'entraînement, voilà, on peut mettre des charges, on peut pousser, on s'améliore de bloc en bloc, on voit pas trop les conséquences que ça peut avoir sur notre corps. Et c'est soit quand on arrête de faire ça, ou soit quand le corps dit stop. Et ça, moi, je m'en rends compte à titre personnel. Alors, moi, je suis très bien encadrée, j'ai une très bonne coach, et je la remercie infiniment pour ça, qui justement a connaissance de toutes ces choses-là, et qui m'a permis de pas faire des grosses erreurs, qui m'a aussi beaucoup appris sur ce plan-là. Donc, j'ai beaucoup de chance et entourez-vous de coachs qui connaissent effectivement ces principes-là. Mais pour vous expliquer un petit peu du coup mon expérience par rapport à ça, c'est que tant que je pousse mon corps en prépa, pré-compétition, surtout en prépa, pré-compétition, en vrai, mon corps il suit. Il suit, il encaisse. Et quand on passe la compétition, automatiquement on bascule en hors-saison, parce que moi je fais pas énormément de compétitions à l'année vu que j'ai du mal à récupérer. Et c'est à ce moment-là qu'on va baisser l'intensité. Et c'est vraiment à ce moment-là que je sens à quel point mon corps, il a pris cher. Et je vous jure, je pense que j'ai le même discours après chaque compétition. On verra là, parce que je vais faire une compétition en mai. Peut-être que je vous ferai un petit podcast après et vous rappellerai de ce que je vous ai dit dans cet épisode-là. Mais après chaque compétition, je suis en mode, est-ce que je continue ? Pas dans le sens, j'aime pas ce que je fais, mais je me rends compte à quel point je pousse mon corps, à quel point j'ai des
vraiment des conséquences quand même qui sont importantes. Et ça me fait penser qu'il faudra que je vous fasse un épisode là-dessus, sur un petit peu santé et street lifting, est-ce que c'est compatible ou pas. Je sais qu'une de mes athlètes m'avait suggéré cet épisode, dites-moi si ça vous intéresserait, pour que je vous détaille un petit peu plus ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sens que mon corps a subi, parce que j'ai trop de conséquences, en fait, qui sont pas forcément gravissimes, on va dire, parce que, voilà, j'ai pas d'atteinte structurelle, déjà. Sur ça, je suis bien entourée, je sais me gérer, j'ai pas de gros bobos, généralement. J'ai toujours des petits trucs à améliorer, mais ça fait partie un peu du jeu. Mais je suis extrêmement fatiguée, je suis, je sais pas, j'ai un vide un petit peu dans mon esprit, et je sens que voilà, il y a eu quand même des conséquences. Souvent, j'ai une perte d'appétit, je sens plus mes sensations. C'est assez particulier, et ceux qui ont fait de la compétition, qui m'écoutent, vous me direz si vous avez par le passé ressenti ça. Mais c'est comme si tout mon corps était déréglé et ne sait plus fonctionner. Je n'ai plus la faim, je n'ai plus la soif. Toute tâche cognitive est difficile, un peu floue, etc. Il y a toute une période comme ça. Et à côté de ça, à l'entraînement, je mets des charges que en prépa je mets en première barre de chauffe et qui là me paraissent hyper lourdes, et je vous jure je me retrouve des fois je sais pas, sous un squat à 100 kilos, et je me dis mais comment dans ma vie j'ai pu porter plus de 160 kilos, vous voyez. Et en fait tout ça fait prendre conscience que le corps y subit. Et là pourquoi je vous explique tout ça, parce que encore une fois, moi quand il m'arrive ça, c'est prévu. Pourquoi? Parce que on a poussé le corps jusqu'à la prépa, jusqu'à la compétition, et après on décharge et on prévoit au corps, hop, ce temps pour se régénérer. Donc oui, je suis pas hyper en forme, oui, je subis mes entraînements, oui, j'ai l'impression que j'ai plus aucune force, etc. Mais en fait, c'est pendant cette phase-là qu'on permet à mon système nerveux de régénérer, et c'est pourquoi, dès que je repars en prépa compétition, des mois après, mon système nerveux est de nouveau en forme et je peux de nouveau performer. Alors que si on regarde mon hors-saison, on se dit, elle est foutue. Elle est foutue, elle pourra plus jamais charger lourd, et pourtant si. Et l'erreur à pas faire, c'est justement d'oublier un petit peu cette partie-là. Parce que si post-compétition, je décidais de quand même bourriner, de continuer à une même intensité, de continuer à m'entraîner de la même façon, je pourrais le faire, et mon corps encaisserait, mais jusqu'à quand ? En fait, plus vous allez pousser encore, plus votre corps y suit, mais plus au moment où va falloir stopper, donc encore une fois, soit parce que vous allez prendre conscience et vous allez le faire de vous-même, soit parce que en fait c'est votre corps qui va vous dire stop tout simplement, soit vous allez vous blesser. Des fois, le corps il est bien fait, hein. Quand on se blesse en général, c'est pour faire comprendre quelque chose. Moi je vois la blessure vraiment comme ça. Quand tu te blesses, quand tu commences à avoir des problématiques un petit peu partout, c'est pour te dire stop. En fait, toi, tu veux pas stopper l'entraînement parce que t'es dans ton truc, tu continues, ton corps, il va t'y obliger. Donc, soit parce que tu vas te blesser, ou soit parce que tu vas avoir, à un moment donné, un crash nerveux. Et là, pour revenir, ce sera plus quelques mois, mais ça pourrait être bien plus long que ça. Donc, c'est très important de comprendre ça, et de comprendre que quand on fait un sport de force, il faut vraiment jouer sur ces pics d'intensité et décharger. Et là, je vous parle des sports de force, mais en réalité, c'est un petit peu la même chose pour tout type de sport. On va juste dire que dans l'aspect nerveux, il y a besoin d'un petit peu plus de temps de récupération que pour d'autres sports, parce que le système nerveux met plus de temps à récupérer, ça je vous en ai déjà parlé. Mais c'est très important, quelque sport que vous effectuez, si vous avez des objectifs de compétition, si à un moment donné vous poussez loin, de rééquilibrer pour penser à la récup. Je pense par exemple quand on voit des ultra trails, des choses comme ça, où les mecs ils font des 100 km, des trucs de zinzin, ça, pareil. À un moment donné, si tu décharges pas, si tu reviens pas à un équilibre un petit peu plus stable, un peu plus sain, équilibré, faire des 100 km de trail toutes les semaines, je pense qu'on est d'accord pour se dire que c'est pas sain pour le corps, et que le corps, il encaisse, mais jusqu'à quel point vaut mieux s'arrêter avant de le découvrir, je pense. Donc là, j'ai beaucoup parlé, c'était pas prévu que je vous détaille à ce point-là, mais j'aime bien dans les podcasts, me laisser parler, avoir un peu la trame de ce que je veux vous dire, mais de vous illustrer ça avec mes expériences pour que ça vous parle peut-être un peu plus, et pour que ça puisse apporter un petit peu plus de valeur pratique. Parce que c'est vrai que moi, j'écoute aussi beaucoup de podcasts, mais des fois, on a un peu trop l'aspect scientifique, l'aspect scientifique, on va dire, et c'est très bien,
c'est ce qui apporte beaucoup de valeur au podcast, etc. Mais tant qu'on n'a pas la version pratique, c'est difficile de l'appliquer à soi-même ou de pouvoir s'identifier vraiment. Moi, je sais que c'est ce qui me manquait quand j'écoutais des podcasts, c'est que soit j'écoutais des gens qui parlaient d'un aspect très scientifique, de la performance, etc. Et c'est très intéressant, j'apprends plein de choses. Soit j'écoutais des athlètes qui racontaient leur parcours, etc. Mais on n'a pas si souvent que ça un peu les deux mis en relation pour se dire « Ah oui, en fait, je comprends bien ce qu'elle veut me dire là, parce que elle l'a vécu comme ça, et je me reconnais un peu dans ce processus. » Chacun, à sa manière, selon sa discipline. Donc c'est pour ça que je prends un peu soin de vous illustrer ça avec des exemples perso au fil de ce que je vous raconte, comme ça me vient. Comme ça vous permet vraiment de pouvoir vous identifier et un petit peu mieux comprendre ce que je vais vous dire dans ce discours. Mais si on revient à notre sujet, donc notre corps ne suit plus toujours ce qu'on a envie de lui faire faire, c'est à cause, de ce no pain, no gain, de cette croyance qu'il faut toujours être à fond et jamais relâcher pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et je vous avais fait un épisode, pour ceux qui sont assidus sur les épisodes, sur ce début d'année, qui expliquait que faire plus, c'était pas forcément faire mieux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, donc je vais pas redétailler tout ce que j'avais dit dans cet épisode, je vous invite à l'écouter si vous sentez que ça peut vous parler et peut-être vous déculpabiliser de certaines choses. Alors, je mets quand même des nuances dans ce que je dis. Moi, je pars du principe que, là, vous m'écoutez, vous allez comprendre un petit peu les nuances, c'est-à-dire que il faut quand même se la donner. Quand je vous dis faire plus, c'est pas toujours mieux, il faut faire quand même. À un moment donné, on peut pas non plus ne pas faire et attendre des résultats. Mais c'est toujours cette recherche d'équilibre qui va faire que vous allez pouvoir durer dans le temps. Comme je vous l'ai expliqué juste avant avec l'histoire du système nerveux, c'est qu'on peut pousser à fond, et au final, je pense que tout le monde se reconnaît peut-être dans ce que je vais dire là, mais que ce soit dans le sport ou dans d'autres aspects, vous allez me dire si ça si ça vous parle, mais moi je suis un peu comme ça aussi des fois, c'est que, j'ai un projet, je me donne à fond, je suis là, matin, midi, soir, j'ai mon projet, ça me rentre dans le crâne, je continue, je vis projet, et après ça s'essouffle. Pourquoi ? Parce que, en fait, dès le début, j'ai donné tellement d'énergie dedans que, mentalement, je me suis un peu essoufflée et j'ai plus de mal à y revenir. Vous pouvez voir le sport un peu de la même façon. Et ce qu'il faudrait faire pour que, par exemple, si je reprends l'exemple de ce projet, puisse arriver à bout et correctement, c'est plutôt ok, je démarre pas trop fort, j'en mets un petit peu, mais comme ça, c'est plus durable et plus acceptable. Le sport, c'est pareil, et c'est ça que je vais vous détailler un petit peu dans cet épisode. Donc là, vous allez vous dire, bon, Julie, t'es bien mignonne, tu parles beaucoup, on adore t'écouter, je suis en train de faire mes petits steps, mon petit vélo, mon ménage chez moi, mais dis-moi comment je sais que mon corps ne suit plus. Parce que c'est pas toujours évident. On n'a pas toujours des gros signes, comme je vous le disais, on peut avoir la blessure, des choses comme ça, mais des fois, c'est plus subtil, et quand on a la tête dedans et qu'on veut absolument atteindre nos objectifs, qu'on est un peu matrixé, on va pas voir ce qui se passe autour de nous. Donc moi, je vais vous donner là un peu une liste qui est non exhaustive, mais des choses qui peuvent déjà vous amener à penser que vous êtes sur une pente glissante, sur un point où, là, le corps, il commence à subir et il a peut-être besoin d'un peu plus de récupération par rapport à ce que vous lui donnez. Avant que je vous fasse cette liste-là, je vous invite à aimer cet épisode, à me laisser un petit commentaire, donc que ce soit sur YouTube ou Spotify, c'est très important de liker ces épisodes, je vous l'ai déjà expliqué pour le référencement. Merci beaucoup à ceux qui le font à chaque fois, ça me touche énormément et ça m'aide à me développer. Ceci étant dit, la petite promo étant faite, j'espère que vous avez pris les petites 2 minutes pour le faire, je vous partage un peu cette checklist. Donc première chose, fatigue extrême, tout le temps fatigué, même après repos. Même après un bon sommeil, un sommeil suffisant, vous vous sentez encore fatigué. Vous êtes à l'entraînement, vous êtes fatigué, vous êtes au boulot, vous êtes fatigué. Vous avez l'impression d'être fatigué en permanence, et je mettrai une nuance par rapport à ça, alors que c'était pas le cas avant. Parce que moi, j'ai toujours été très fatiguée dans ma vie. Je vous en ai déjà parlé un peu subtilement. Je sais que j'ai du mal à aborder ces sujets-là, c'est encore trop perso, je pense, mais je me suis toujours connue fatiguée jusqu'à il y a quelques années quand j'ai compris un peu comment je fonctionnais. Donc, on va dire, si tu t'es toujours connue fatiguée, t'as toujours été habituée à être fatiguée, ça veut pas dire que t'as toujours été, dans le surentraînement ou dans une phase où tu poussais ton corps. Il peut y avoir d'autres causes à ça. Là, c'est pas du tout ce dont je vous parle, et c'est pour ça que je nuance mon propos en vous disant si c'était pas le cas.
Si vous étiez quelqu'un qui, voilà, de temps en temps est fatigué comme je pense tout le monde, mais sans plus, la plupart du temps bien, et que d'un coup vous sentez que la fatigue, bah, elle est là de plus en plus, quasiment tous les jours, et comme je vous disais, même quand vous vous reposez, vous vous sentez pas vraiment reposé, ça, c'est un indicateur qui peut commencer à vous alerter sur le fait que votre corps commence un petit peu à subir par rapport aux entraînements ou l'intensité que vous mettez. Deuxièmement, la stagnation ou baisse des performances. Ça, c'est un très bon indicateur aussi. Encore une fois, pas quand vous êtes dans une phase de post-compétition, parce que là, dans tous les cas, comme je vous l'ai expliqué, c'est aussi fait pour pouvoir récupérer, donc c'est normal que vous puissiez être moins performant que sur une prépa, mais on va dire si vous êtes voilà dans votre hors-saison, en train de faire vos blocs par bloc, ou même si vous faites pas de compétition, voilà, en train d'évoluer, vous sentez que vous avez une baisse de performance, que vous stagnez, qu'il n'y a pas d'amélioration, vous comprenez pas pourquoi, parce que si vous avez fait 2 entraînements sur 5 depuis 3 semaines, ce n'est pas me dire, je pense, je suis en entraînement, j'ai une baisse de performance, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est voilà, si vous n'avez rien changé à vos habitudes, etc., et que tout allait bien, et puis d'un coup, on stagne, baisse de performance, etc., ça aussi, c'est un signe qui peut être important. Troisième chose, ça va être l'apparition des petites douleurs. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai mal un peu par là, un peu par-ci, un peu par ici, et sans véritable lésion. C'est-à-dire que, alors vous pouvez avoir des lésions aussi associées, mais bon, plusieurs en même temps, ça veut dire que déjà on est sur un stade plus avancé où vraiment le corps là n'arrive plus du tout à s'adapter. Mais il peut y avoir aussi ce truc de j'ai une petite douleur là, hop, le lendemain elle a disparu, j'en ai une là, qui pop un peu partout. Ça, pareil, c'est votre corps qui est en train de vous alerter que, voilà, il met des petits messages d'alerte à droite, à gauche, et c'est pour ça qu'il faut pas ignorer, voilà, cette survenue de petites blessures qui pop de temps à autre, qui sont pas forcément très graves, mais qui, pareil, peuvent être un message d'alerte pour vous. Quatrième point, et là on va rentrer dans des choses qui concernent un peu moins l'entraînement. Vous avez un sommeil perturbé, d'un coup, vous dormez plus bien, vous faites des insomnies, vous avez de l'anxiété, vous arrivez plus à bien dormir, vous êtes agité, alors que, encore une fois, c'était pas forcément le cas avant. Ça, c'est un grand signe aussi. Le sommeil perturbé, ça veut vraiment dire que votre corps, il arrive même plus à aller chercher de la récupération, et finalement, c'est un cercle vicieux avec le premier point que je vous évoquais, de se sentir fatigué. Parce qu'en fait, si vous récupérez pas bien, si même quand vous dormez, vous êtes agité, etc., c'est-à-dire que votre corps, il n'arrive pas à basculer dans ce système parasympathique qui lui permet la récupération, et donc vous récupérez pas, et donc vous êtes fatigué. Donc ça, pareil, la notion du sommeil, c'est très important à surveiller. Et il y a aussi tout ce qui est irritabilité. Si vous sentez que vous avez des changements d'humeur, vous êtes tout le temps irritable, tout le temps vous vous agacez pour rien, vous êtes énervé pour rien, ou en tout cas beaucoup plus facilement, vous avez des sauts d'humeur. Ça, pareil, c'est un point qui est très important et qui n'est pas forcément beaucoup documenté, beaucoup expliqué, alors qu'il peut expliquer beaucoup, à l'inverse, sur l'état de votre corps et de votre santé en général, parce que c'est pas normal d'être irritable comme ça en permanence. Donc ça, c'est des points à surveiller et qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Je voulais rajouter aussi également comme symptôme que vous pouvez avoir, c'est la perte d'envie, la perte de motivation, mais continue. Parce que ça nous arrive à tous, voilà, sur une séance, on est fatigué, on a la flemme, voilà, ça arrive de temps en temps. Ça peut arriver, c'est pas forcément signe de problématique, mais si sur chaque séance, c'est un poids d'aller à l'entraînement, vous sentez, vous n'avez pas envie, vous forcez, etc., ça pareil, c'est un signe important. Donc là, parmi tous les éléments que je vous ai donnés, si vous vous reconnaissez dans 2, 3 ou plusieurs, je pense que ça vaut le coup de se pencher quand même vraiment sur la question, parce que plus vous allez avoir de symptômes parmi ceux que je vous ai décrits, plus on commence vraiment à se rapprocher un petit peu de ce syndrome de surentraînement ou de Redes syndrome que je vais vous expliquer juste après. Et avant qu'on passe dans l'explication de ce qui se passe vraiment quand vous ressentez tout ça au niveau de votre corps, j'aimerais insister aussi sur le point que tout ce que j'ai décrit là comme symptômes, si c'est fréquent pour vous, c'est pas normal. C'est pas parce que c'est fréquent que c'est normal. C'est peut-être même l'inverse. Plus inquiétant de se dire en fait Julie, tout ce que t'as dit là, ça fait des mois que c'est mon cas, ça fait des mois et c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, et c'est pas parce que quelque chose ou une situation devient votre norme qu'elle est normale.
En fait, ça, faut vraiment comprendre ça. Et je sais que ça, je mets vraiment un point d'honneur à essayer de vous expliquer ça, notamment sur les douleurs, où on se dit, s'entraîner avec des douleurs, c'est un peu normal quand on cherche la performance. Non, c'est pas normal. Ça veut pas dire que vous en aurez jamais, etc., si vous faites bien les choses. On peut être tous confrontés à des petites douleurs, etc., mais ce n'est pas normal, et c'est quelque chose pour lequel il faut quand même y mettre de l'attention, surveiller, parce que ça peut être significatif, de tout ce que je vous ai évoqué jusqu'à maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez, tous ces symptômes-là, que vous avez votre perte d'envie à l'entraînement, que vous êtes tout le temps fatigué, irritable, sommeil perturbé? Qu'est-ce qui se passe, en vrai, dans votre corps? Qu'est-ce qui explique tous ces symptômes-là? La première chose, c'est la saturation du système nerveux. Trop de stress par rapport à ce qu'il est capable d'encaisser. Et quand je parle de stress, c'est pas le stress auquel on pense quand on donne ce mot dans la vie courante. Stress, c'est dans la vie courante un petit peu l'anxiété, une situation où on appréhende quelque chose, etc. Non, là c'est le stress d'ordre général, donc ça rentre en jeu dedans, mais c'est aussi le stress qu'on met à son corps. Je vous l'ai expliqué pareil dans un ancien épisode que les entraînements que vous faites à votre corps, c'est un stress pour votre corps. C'est-à-dire que votre corps, entre l'entraînement que vous lui faites faire ou le stress que vous avez pré-examen, par exemple, il va pas vraiment faire la différence d'un point de vue nerveux. Ça veut dire que ça va venir le stresser, de quelque manière que ce soit, et il va falloir qu'il essaye de s'adapter pour pouvoir surmonter ce stress et plus le subir. Et donc, quand il arrive tous ces symptômes que je vous ai dit juste avant, c'est la saturation du système nerveux. C'est que là, la balance stress et capacité d'adaptation, elle est déséquilibrée, et que votre système nerveux n'arrive plus à s'adapter, à encaisser ce qu'il reçoit comme stress. Et la deuxième chose qui vient supplémenter ça, c'est le manque de ressources. Ça veut dire que votre corps, il a plus suffisamment de ressources, suffisamment d'énergie, suffisamment de récupération, en fait, d'ordre général, pour pouvoir s'adapter et récupérer par rapport à ce qu'on lui demande dans le quotidien. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de votre corps, et c'est là où va intervenir la notion de surentraînement ou de Redès syndrome. Donc le Redès syndrome, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je trouve qu'on a plus en plus de personnes qui en parlent et je trouve que c'est bien. C'est la Relative Energy Deficiency in Sport. Sorry pour mon anglais, mais vous allez comprendre. Donc en gros, le Redès syndrome, c'est quoi? C'est quand votre corps, il n'a pas suffisamment d'énergie pour tout faire. Il n'a pas suffisamment d'énergie pour assurer vos entraînements, il n'a pas suffisamment d'énergie pour gérer votre quotidien, et il n'a pas suffisamment d'énergie pour récupérer. Parce que ça demande une certaine énergie, des certaines ressources aussi à votre corps de pouvoir récupérer. Donc le Redès syndrome, c'est quand il n'a plus tout ça. Donc quand il n'a plus tout ça, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre corps? Il va prioriser. Il va prioriser les fonctions vitales, et il va laisser de côté ce qui est moins vital, c'est-à-dire l'entraînement, les performances. Et c'est pour ça qu'on peut avoir comme symptôme aussi de ce Redès syndrome une baisse de performance et des choses liées à l'entraînement. Parce qu'en fait, votre corps, il se met un peu en mode survie. Il va se concentrer déjà sur le fonctionnement même de votre corps pour lui permettre de vivre avant de rajouter, on va dire, des choses supplémentaires comme peuvent être la performance. Et ce qu'il faut comprendre avec ce Redès syndrome, c'est que c'est pas réservé aux athlètes élites. C'est pas seulement les athlètes de haut niveau, ça peut toucher n'importe quel type d'athlète, c'est pas non plus signe que tu manges pas forcément assez. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, que t'apportes pas suffisamment d'énergie à ton corps, c'est vraiment une globalité. Et je vais vous détailler, comme je vous ai détaillé un petit peu précédemment, sur les symptômes qui pouvaient vous alerter vers un surentraînement ou Redès syndrome, les symptômes qui sont un petit peu plus spécifiques de ce Redès syndrome. Parce qu'on va en reparler après, mais le surentraînement, c'est un peu différent. Le Redès syndrome, ce que vous devez vraiment retenir de ce syndrome-là, c'est vraiment le fait de ne pas avoir assez d'énergie pour pouvoir tout faire. Si je devais le décrire en une phrase, c'est vraiment ce truc-là. De se dire, mon corps, je lui apporte pas assez d'énergie, il n'a pas assez d'énergie pour pouvoir tout gérer. Le surentraînement, encore une fois, on le verra après, c'est un petit peu différent. Donc les signes qu'on peut retrouver quand on a un Redès syndrome, il y en a pas mal qui se rejoignent avec ce que je vous ai dit précédemment. On va retrouver la fatigue chronique, la régression en termes d'entraînement, l'irritabilité, les troubles du sommeil, les blessures à répétition, la sensation de froid permanent et les troubles de la libido. Et chez les femmes, quelque chose qui peut être très parlant aussi, on va avoir une perturbation des cycles menstruels,
voire une absence totale de règles. Et pour qualifier notre situation de Rett syndrome, ça va pas être juste un des signaux que je viens de vous citer, mais c'est vraiment un ensemble de signaux qui peut alerter et qui peut mettre en lumière le Rett syndrome. Parce que le Rett syndrome, comment on le diagnostique, c'est pas si simple que ça, c'est pas purée, j'ai tous les signaux que m'a dit Julie, j'ai un Rett syndrome. Non, ça repose vraiment sur une anamnèse, c'est-à-dire un questionnement sur son hygiène de vie, etc. Des questionnaires aussi qui vont identifier certaines problématiques ou non, et parfois des bilans complémentaires. Donc c'est vraiment un diagnostic qui est assez poussé, qui regroupe pas mal de choses, et on peut pas dire, voilà, juste avec quelques symptômes que je viens vous citer là, j'ai un Rett syndrome. Ça doit vraiment être fait dans le cadre médical et encadré par différentes choses qui vont venir mettre en lumière ce Rett syndrome. Et donc, comme je vous disais, le Rett syndrome, c'est pas la même chose que le surentraînement. Le Rett syndrome, on rappelle, c'est mon corps qui n'a pas assez d'énergie pour pouvoir tout gérer. Globalement, c'est ça. Alors que surentraînement, c'est mon corps a trop de charge pour pouvoir gérer ce que je lui impose. Donc, vous voyez un petit peu la nuance. C'est-à-dire qu'un Rett syndrome, en vrai, on peut l'avoir sans avoir, j'allais dire, une grosse charge d'entraînement. C'est pas vraiment vrai, parce qu'il y a quand même cette notion de un peu de surcharge. Mais je veux dire, c'est vraiment ce dérèglement énergétique qui qualifie le Rett syndrome, tandis que le surentraînement, c'est je surentraîne trop. Ça porte bien son nom, en vrai. J'apporte trop de charge dans mon entraînement, et quand je dis charge, c'est soit la charge absolue, la charge en kilos, ou soit le volume, soit le nombre de répétitions, soit la fréquence d'entraînement. Voilà, c'est la charge au sens générique. J'ai trop de charge et du coup, mon corps n'arrive pas à tout encaisser parce que je lui demande trop par rapport à ce qu'il est capable de faire et par rapport à ce qu'il est capable d'adapter. Et là, on comprend bien la différence, c'est que dans le surentraînement, le but, ça va être de baisser la charge pour pouvoir retrouver un équilibre, alors que dans le Rett syndrome, si on baisse seulement la charge mais qu'on n'apporte pas plus d'énergie au corps, on se retrouvera un peu dans le même problème. C'est en ça que les deux problématiques sont un peu différentes. Mais le but de cet épisode, c'est pas forcément de différencier et de dissocier les deux complètement, parce que le but de cet épisode, c'est pas non plus de vous faire un diagnostic médical, médecin que je ne suis pas, ou de sortir de cet épisode et de se dire j'ai un Rett syndrome, je suis en surentraînement. Non, c'est pas ça. C'est plutôt de vous dire si ce que je vous ai dit dans cet épisode vous parle, si ça vous parle depuis quelques mois, si vous vous retrouvez dans pas mal de points que j'ai évoqués, ça vaut le coup de se pencher un petit peu plus poussément, je ne sais pas si ça se dit, mais la question de est-ce que j'ai vraiment un équilibre dans mon entraînement, dans ma vie? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de baisser un petit peu ma charge d'entraînement, de donner un petit peu plus à mon corps de la récupération, ou en tout cas de m'en inquiéter? Je vous invite vivement, si vous m'écoutez et que vous avez beaucoup des symptômes que j'ai évoqués dans cet épisode, à vous rapprocher même d'un médecin, parce que il en va quand même de votre santé médicale, hein. Donc ça vaut le coup de se questionner un petit peu plus et pas juste se dire bon, c'est vrai que je me retrouve beaucoup, mais c'est peut-être pas si grave, parce que ça peut amener à des problématiques par la suite plus importantes et plus graves, et avec des conséquences plus difficiles à revenir en arrière. C'est pas du tout pour vous faire peur, mais plus pour vous dire, il faut prendre ça quand même en sérieux. Et si vous avez quelques symptômes, etc., peut-être se dire, ok, je vais essayer de donner un petit peu plus de récup à mon corps, de baisser un peu ma charge d'entraînement, de retrouver un équilibre, et je vais voir si ça s'améliore. Si ça s'améliore, c'est qu'on est sur une phase où vous aviez peut-être juste besoin d'un deload et on est reparti. Si malgré ça, vous avez encore des problématiques, c'est en ça que je vous dis ça peut être intéressant d'aller voir un médecin. Et je vous invite aussi à envoyer cet épisode à quelqu'un qui pourrait être concerné, parce que la problématique que je vois au sein du streetlifting, et qui est certainement valable ailleurs, c'est qu'on ne se rend plus compte de ces choses-là. On ne se rend plus compte. Pourquoi ? Parce que c'est devenu la norme. En fait, c'est devenu la norme de s'entraîner pour être athlète de haut niveau, c'est devenu la norme d'adapter tout notre mode de vie à nos entraînements, de tout sacrifier pour l'entraînement, de rajouter des entraînements, de s'entraîner 5-6 fois par semaine, de faire des entraînements de 2-3 heures. Et peut-être que des fois, je peux entretenir ce truc-là malgré moi, quand par exemple, je sais pas, sur les réseaux sociaux, je vous montre que je fais des séances de 2h30, 3h. Il faut bien comprendre que ça, c'est pas normal, dans le sens où c'est génial de faire du sport, c'est génial de faire plein de sport dans sa journée, et en soi, 3 heures de sport dans la journée, ça reste quand même une charge conséquente, mais si j'ai la possibilité de faire ça aujourd'hui, c'est parce que je me suis entraînée progressivement pour arriver à ça, c'est que je suis encadrée pour le faire, et que j'ai des objectifs aussi de haut niveau.
mais ça doit pas être la norme. C'est-à-dire que ça doit pas être la norme quand on commence la discipline et qu'on se dit je veux faire du street lifting, de se dire bah si je me lance dans la discipline du street lifting, je dois faire 3 heures d'entraînement par jour tous les jours. Absolument pas. Et c'est en ça que je dis qu'il faut vraiment en parler, parce qu'il faut casser ce mythe-là de 3 heures d'entraînement par jour c'est normal, de si je fais du street lifting c'est que pour aller à Final Rep et taper des compétitions internationales. Non, pas forcément, absolument pas. Si je fais du street lifting, je dois adapter tout mon mode de vie, etc. Et ça, j'ai vraiment envie d'insister sur ce discours-là, parce que comme je vous l'ai dit, peut-être que des fois je peux alimenter un peu cette image malgré moi, mais faut comprendre que c'est pas ça la vie, en vrai. C'est pas ça la vie, et surtout, c'est pas accessible forcément pour tous au même moment. Parce que même moi, en tant qu'athlète, je me suis beaucoup remise en question au début, de me dire, moi très longtemps, j'ai fait que 4 entraînements déjà par semaine. Jusqu'à très peu, jusqu'à ma dernière compétition, je faisais que 4 entraînements par semaine. Et vous voyez, quand je voyais des athlètes qui en faisaient 5-6, je me disais, putain, genre, comment je peux espérer être au niveau où je veux être si je fais pas plus ? Donc vas-y, il faut que je me rajoute des entraînements. Oh, puis lui, je vois, il court à côté en même temps. Vas-y, il faut que je me rajoute de la course. Oh, puis elle arrive à dormir, je sais pas, 11 heures par nuit aussi. Et je fais ci, et je fais ça. Et je me rajoute 50 000 trucs en pensant que c'est ce qu'il faut faire absolument, alors que non. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on pousse son corps trop loin, parce que déjà, on se rajoute trop de choses d'un coup, qui ne sont pas forcément nécessaires, parce que comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait mes premiers championnats du monde, mes premiers championnats d'Europe, avec 4 entraînements par semaine. Et peut-être qu'il y en a qui se diraient impossible, tu vois, impossible qu'avec 4 entraînements par semaine, bah pourtant si, parce que mon corps fonctionnait bien comme ça, et que c'était suffisant, et qu'on n'avait pas forcément besoin d'aller plus loin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, il faut laisser le temps à son corps de s'adapter, de mettre en place des choses progressivement, si on a envie de s'améliorer. Mais il faut aussi éviter de se comparer et de, rentrer dans ce truc de toujours plus, toujours plus, toujours plus fort. Purée. Moi aussi, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, je vois mes concurrentes, souvent, toute l'année, elles portent des charges de ouf. Alors que moi, je suis incapable de faire ça. En hors saison, je suis incapable de faire ça. Il y a que en prépa que ça y est, mon nerveux revient et que je peux envoyer la patate, tu vois. Mais je me disais, putain, mais comment c'est possible qu'elle puisse faire ça et pas moi ? Et c'est comme ça, en fait. Faut l'accepter, et je pense que ce serait très contre-productif pour moi de finalement me calquer là-dessus et de me dire, bah vas-y, je bourrine pareil parce que pour avoir ces résultats-là, il faut que je fasse ça. Non, pas du tout. Donc si je peux un peu conclure cet épisode en vous expliquant ce qu'il faut faire si vous êtes dans ce cas-là, que vous êtes en train de basculer un peu vers une charge trop importante, que vous sentez que votre corps ne vous suit plus dans ce que vous avez à faire, première chose, baisser son volume d'entraînement. Donc soit, vous réduisez votre nombre de séances, soit le temps de séance, le temps de série, temps de volume, l'intensité, mais on baisse tout ça pour pouvoir permettre au corps d'encaisser plus sainement ce que vous êtes en train de lui faire et lui permettre de s'adapter. Deuxièmement, chose qui va avec, on améliore sa récupération. On priorise son sommeil, ça je vous l'ai expliqué dans le podcast sur la récupération. Le sommeil, c'est vraiment le goal, c'est le premier truc. Avant même de prendre, de l'ashwagandha pour dormir, de la mélatonine, tous ces trucs-là. Enfin, mélatonine si ça vous aide à dormir et que vous avez des problèmes de sommeil, mais ce que je veux dire, c'est que avant même de penser, compléments, etc., sommeil, c'est le numéro 1. Le numéro 1 sur lequel il faut se concentrer, et si vous avez besoin, effectivement, de compléments qui vous aident à dormir, ça peut aider à favoriser le sommeil, mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de prendre de la mélatonine ou du ZMB avant de se coucher, si c'est pour toutes les nuits avoir 6 heures de sommeil, et puis après pas comprendre pourquoi on récupère pas. D'une manière générale, on l'a déjà évoqué, il faut un bon 8 heures, et quand on fait un sport de force, franchement, on peut pousser un petit peu plus le nombre d'heures de sommeil nécessaires. Il y a toujours des profils qui ont besoin de beaucoup moins et qui récupèrent bien, et c'est tant mieux pour eux. Mais voilà, on priorise le sommeil, et après, tout ce qui est récupération, ça va être aussi récupération active, etc. Si vous voulez en savoir plus, allez voir l'épisode sur la récupération qui est dédié, là j'explique plus en détail ce qui va vous aider à récupérer. En 3, on mange suffisamment, et je pense que j'ai presque pas assez insisté aussi dans cet épisode sur l'alimentation, c'est que il faut manger, hein. Pour soulever lourd, il faut manger, il faut apporter de l'énergie. On peut pas espérer soulever lourd en mangeant 3 brins de salade dans la journée.
Donc c'est super le summer body, etc. Mais votre corps, ça consomme aussi quand vous faites de la force et quand vous envoyez les entraînements que vous envoyez. Donc il faut donner suffisamment d'énergie à votre corps pour pouvoir encaisser ça. Donc n'ayez pas peur de bien manger pour être vraiment en stock d'énergie et pouvoir vraiment assurer vos entraînements. Votre corps, il a besoin de carburant pour fonctionner tout simplement, et si vous mangez pas, il aura beaucoup plus de mal à performer et aussi à récupérer. Et en 4, on ajuste l'entraînement intelligemment. On ajuste en fonction des périodes de hors-saison ou de saison active. On ajuste en fonction du contexte de vie. Voilà, on peut pas se permettre dans notre vie tout le temps d'être à 100%. Il y a des fois où on est obligé de mettre un petit peu plus de côté et c'est ok. Mais c'est vraiment cet équilibre d'arriver à le comprendre par rapport à sa vie, de moduler, qui va vous permettre de pouvoir tenir des années dans la discipline que vous avez envie de faire, sans pour autant craquer et vous cramer. Et je rajouterais un 5e point, c'est apprendre à reconnaître les signes. Et c'est pour ça que vraiment cet épisode, il me tenait beaucoup à cœur, c'est de pouvoir, déjà vous lancer des signaux importants qui doivent vous mettre la puce à l'oreille de « il y a quelque chose de pas normal qui se passe et je vais creuser ». Parce qu'en fait, si vous savez ça, vous allez pouvoir moduler plus facilement. Vous allez pouvoir vous dire « Ah, je me souviens dans l'épisode de podcast, Julie, elle avait parlé de ça. Là, je commence à avoir 2-3 symptômes qu'elle m'avait dit. Ça commence à durer. Ok, je vais réaccentuer sur la récup, je vais baisser un peu le volume, je vais bien manger et je réajuste. » Et ça vous permettra effectivement d'éviter un peu le point de non-retour ou qui va vous amener dans une situation qui va mettre du temps à récupérer, mais de pouvoir juste moduler et pouvoir continuer à performer sur le long terme. Encore une fois, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à me laisser un petit commentaire. J'espère vraiment qu'il vous a aidé. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous parce que je pense que ça peut faire du bien à beaucoup d'athlètes. Je pense que beaucoup ont besoin d'entendre ça et de comprendre peut-être ce qui leur arrive sans pour autant se culpabiliser, mais comprendre que c'est cette notion d'équilibre qu'il faut arriver à instaurer dans sa vie sportive et c'est pas toujours évident en vrai. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!